Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, 12e émission déjà de la saison 2 de Boisvert Radio. Vous savez, au début du mois d'octobre, un événement qui a retenu l'attention dans le monde du sport, c'est le repêchage de la Ligue nationale de hockey. À Boisvert Radio, j'ai essayé d'obtenir une discussion avec certains des joueurs repêchés sans trop de succès jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on va recevoir un joueur qui a été repêché dans la LNH. Pour ce faire, l'expert hockey parmi mes collaborateurs se joint à nous, James Letourneau. Ça va? Salut Charles, ça va bien toi? Oui, super. Écoute, sans plus attendre, je vais vous présenter mon invité de ce soir. Il s'agit de Thomas Bordelot. Thomas est un joueur de hockey québécois qui a été repêché le mois dernier par les Sharks de San Jose dans la LNH. Il a été le choix de deuxième ronde, de 38e au total de la formation californienne. À l'instar de plus en plus de joueurs québécois, Thomas a décidé de poursuivre son cheminement de hockeyeur aux États-Unis. Après 2 ans avec le Programme national de développement américain, Thomas jouera cette saison avec les Wolverines de l'Université du Michigan. Et sa saison commence en fin de semaine, donc c'est avec grand plaisir qu'on le reçoit ce soir. Thomas Bordelot, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Merci, ça va bien, vous autres? Oui, super. Oui. Écoute, en commençant, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te sens présentement vis-à-vis le repêchage que tu as vécu le mois dernier. Est-ce que l'émotion est encore là? Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Écoute, c'est sûr que c'est un moment spécial. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là, c'est sûr. Toute l'année, je pensais que ça allait être en juin, puis après, ça ne savait pas ça allait être quand à cause des circonstances. Mais écoute, c'était vraiment le fun. J'ai pu passer avec ma famille au moins, malgré le COVID. J'ai eu la chance de retourner chez nous, donc j'étais avec ma famille, puis au moins j'ai pu vivre ça avec eux. Mais je pense que c'était vraiment important de ne pas être trop haut, pas être trop bas dans ce moment-là. Moi, il fallait quand même que je ne pouvais pas me permettre de ne pas pouvoir dormir la nuit ou whatever parce que le lendemain, il fallait que je parte pour le camp du World Juniors pour l'équipe américaine. Donc, Ouais. c'était juste un bon moment. Je pensais à la famille. Puis, en même temps, c'est vraiment le fun de se faire pêcher, mais c'est juste le début d'un long processus. Fait que, Oui, tout à fait. Tu as été repêché par les Sharks. Les Sharks, c'est une équipe qui a fait beaucoup de la place aux jeunes présentement. On a beaucoup rajeuni le noyau et on a laissé partir des vétérans là, comme Joe Thornton, Brandon Dillon ou Aaron Dale là, dans les derniers mois. Comment est-ce que tu envisages l'avenir avec les Sharks? Écoute, ils ont de ce que je sais, l'organisation est une très bonne organisation. Des gens qui travaillent pour l'organisation, c'est des très bonnes personnes avec qui j'ai parlé. Puis, écoute, j'aime leur façon de penser, j'aime les conversations que j'ai eues avec eux. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver dans le futur. Good. Tu as parlé de conversation, justement. Quelles ont été tes discussions avec l'état-major des Sharks? Quel est le plan pour toi, sachant que tu as un engagement avec l'Université du Michigan? Écoute, ça va être année par année. Un peu, honnêtement, c'est vraiment que quand moi je vais me sentir prêt, je pense, puis quand eux vont me sentir prêt. Écoute, il n'y a pas d'urgence à signer ou whatever. C'est vraiment faire le bon quand que je vais penser que je vais pas juste pouvoir jouer, mais pouvoir performer au prochain niveau. Fait que je pense que c'est vraiment important ça. Puis écoute, on va voir en temps et lieu ce qui va se passer. Good. Tu mesures 5 pieds 9, hein, je ne me trompe pas. Ouais. Tu as récolté quand même 46 points en 47 matchs avec le programme du développement américain la saison dernière. C'est bon pour le premier rang de l'équipe, ça. Moi, je veux savoir, est-ce que tu penses qu'avec un 6 pieds, tu aurais été un choix de premier rang dans la Ligue nationale de hockey? Écoute, peut-être que pour certaines équipes, ça aurait été plus attirant de me repêcher en première ronde. Écoute, moi, je sais c'est quoi ma valeur, je sais ce que je suis capable de faire sur la glace. Puis, écoute, il y a eu beaucoup de directeurs généraux qui me demandaient ça, beaucoup de scouts qui me demandaient ça. Ils me parlaient de ma grosseur, si ça me faisait peur ou whatever. Mais je me souviens, un de mes chums, Cole Caulfield, qui se fait empêcher à Canadien, j'ai aimé ce qu'il a dit que même si il y avait la chance d'être plus grand, il ne voudrait pas. Je pense que c'est un peu le même mindset que j'ai. J'aime vraiment le type de joueur que je suis, j'aime ce que je suis capable de faire, puis je changerai ça pour rien au monde. Ça fait partie un peu de ton style de jeu. Mettons, quelqu'un qui t'a jamais vu jouer au hockey, quel genre de joueur est-ce que tu es? Écoute, moi, je suis un centre qui a déjà joué 200 pieds, très, très skilled, très intelligent sur la glace. Je pense que mon atout principal, c'est mon hockey IQ. C'est comment que je vois la glace quand je suis capable de trouver mes teammates. Puis, écoute, je suis fort sur mes edges, je suis très bon dans les face-off. Je suis skilled, mais je suis très, très compétitif, puis j'aime ça gagner. Fait que je pense que c'est un peu, je suis très, très, très versatile, comme je peux dire. Puis je pense que
ça m'aide d'avoir un hockey IQ assez élevé pour pouvoir vraiment adapter à plusieurs situations. Good. Je vais faire un petit parallèle avec une BD bien connue. Dans le fond, toi, comme Obélix, tu es tombé dans la marmite du hockey dès que tu étais petit. Sébastien, ton père, c'est un ancien joueur de la LNH qui a joué entre autres pour le Canadien, les Predators, le Wild et les Coyotes. Tu es d'ailleurs né pendant qu'il jouait dans la Ligue américaine pour Houston. Tu l'as ensuite suivi en Suisse là, quand il a poursuivi sa carrière en Europe. Commencer à être le fils d'un joueur de hockey professionnel, surtout dans ta jeunesse. Écoute, c'est vraiment spécial. Tu sais, mais si tu reviens à Obélix, lui, il n'avait pas bien le choix de vivre avec sa condition un peu qu'il arrivait après. Mais moi, honnêtement, ils n'ont jamais eu à me pousser, mon père ou ma mère, mes parents, ou même si c'est mon grand-père, ils n'ont jamais vraiment eu à me pousser. Je pense que c'est juste venu naturel. C'était juste que j'ai encore mes souvenirs de. Tu sais, j'ai jamais vu jouer en national, mais j'ai souvenir quand j'ai vu jouer, je voyais j'allais à ces games en Suisse. Gagnait, perdait, tu sais. Après chaque game, j'attendais sur le bord de la bande pour qu'il vienne me prendre. Genre, même si lui était déjà passé, un de ses teammates, il me prenait puis il m'amenait dans le vestiaire. Puis, c'est vraiment juste, ça m'a vraiment juste donné la piqûre. Puis, depuis ce temps-là, écoute, ça a juste été ma vie. Puis, ça l'est encore. Fait que... Oui. Évidemment, comme Charles l'a dit, ton père a beaucoup d'expérience dans le domaine. Quel est le meilleur conseil qu'il t'a donné pour t'aider dans ta carrière de joueur de hockey? Écoute, il y en a tellement. C'est vraiment c'est dur d'en choisir un peut-être, mais je pense que c'est. Moi, je pense que j'ai le plus gros conseil qu'il m'a dit, c'est juste have fun. Genre, parce que c'est quand j'ai du fun, c'est à la glace que je joue à mon meilleur. Puis il sait, tu sais, puis il m'a vu jouer depuis que je suis tout petit. Tu sais, c'est lui qui m'a appris tout ce que je connais sur le hockey, mais tu le vois quand tu as du fun sur la glace, comment tu joues plus léger, comment tu t'es juste bien, t'es juste genre, tout a l'air de marcher, tout est fluide. Fait que je pense qu'honnêtement, juste se rappeler de pourquoi tu as commencé à jouer au hockey quand que ça va un peu moins bien, puis de ce que tu aimes du hockey, je pense que ça aide vraiment à performer mieux. Good. On a parlé de ton père Sébastien. Maintenant, ton grand-père aussi est très impliqué dans le hockey. Paulin Bordelot, c'est aussi un ancien joueur professionnel qui est très impliqué dans le monde du hockey, notamment là, au niveau du coaching récemment. Il a entre autres dirigé dans la Ligue américaine de hockey en Europe et plus récemment, il a été entraîneur-chef chez le Phoenix du Collège Esther Blondin dans la Ligue Midget 3 pendant 9 saisons. Paulin t'a dirigé de 2016 à 2018 pendant ton séjour Midget 3 chez le Phoenix. Comment c'est d'être coaché par son grand-père au niveau Midget 3? Écoute, c'était le fun, c'était vraiment bien. Écoute, c'est sûr que la première année, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Même lui, je pense pas qu'il savait à quoi s'attendre, de comment ça allait se passer. Tu sais, surtout que j'étais un surclassé à 14 ans. Puis il fallait s'adapter un petit peu, mais écoute, je pense qu'on a vraiment bien fait ça. Tu sais, direct, dès le départ, on était capable de comme vraiment séparer quand c'était à l'aréna, c'était le coach, puis moi, j'étais le joueur, puis quand on était en dehors, c'était le grand-père, moi, j'étais le petit-fils. Je pense qu'on a vraiment fait une bonne job à faire ça. Puis, écoute, c'est juste, vraiment, la seule affaire qui avait de différent, c'est qu'il y en avait tout le temps un sur mon cas. Si c'était pas mon père, c'était mon grand-père. Si c'était pas mon grand-père, c'était mon père, parce que mon père, c'est le directeur général de l'équipe. Fait que, c'était un peu... j'ai des très bons souvenirs de ça. Notre famille est encore très connectée au Midget 3, le Phoenix, puis c'est vraiment des belles années. Good. Parlant du Phoenix, là, justement, comme j'ai mentionné, tu as joué 2 saisons pour eux, dont la première à 14 ans, un fait d'armes qui est tout à fait remarquable là, à souligner. Pendant ton parcours Midget 3, tu as pu côtoyer des joueurs qui sont dominants là, dans la LHJMQ, comme Samuel Poulain ou Xavier Parent, là, des joueurs qui sont plus connus au Québec présentement. Qu'est-ce que tu retiens de tes 2 années Midget 3? Écoute, je retiens beaucoup sur la première année. Ça a vraiment aidé d'avoir Sam et Xav avec moi parce qu'il avait vécu l'année d'avant. Ouais. Puis c'est vraiment le fun un peu de jouer avec eux. Tu sais, Sam, ça a été mon allié presque pendant toute l'année. Puis Xav, il y avait une très, très bonne ligne avec Kalmikov puis Farmer. Puis écoute, je pense que c'était vraiment juste le fun. Ma première année Midget 3, je me souviens, je m'attendais pas, je savais pas trop à quoi m'attendre en étant surclassé, whatever. Je me demandais ça allait comment vestiaire, mais encore à ce jour, c'est mes meilleurs chums. Puis c'était vraiment juste, ce que je retiens le plus, c'était juste une des meilleures années de hockey de ma vie. C'était vraiment incroyable. Puis la deuxième année, écoute, on avait une bonne équipe, beaucoup de vétérans, beaucoup, beaucoup de jeunes, honnêtement. On avait une coupe, on avait aucun 17 ans, on avait peut-être trois vétérans à l'attaque, dont moi, que je n'étais pas un vrai vétéran, puis comme 4 à la défense. Fait que c'était un peu plus dur, mais c'était une année vraiment le fun là, quand même.
Une année dans laquelle tu t'es quand même démarqué offensivement avec 60 points, là, c'est quelque chose de très, très bien à souligner. James, poursuit. Yes, merci Charles. Par la suite, tu as décidé d'aller jouer aux États-Unis pour la suite de ton cheminement de hockeyeur. J'aimerais savoir quels ont été les facteurs qui ont motivé ta décision de t'exiler au sud de la frontière. Écoute, pour moi, j'ai tout le temps voulu jouer universitaire. Fait que c'était. Tu sais, mon père est passé à travers junior majeur, il l'a adoré. J'avais juste des belles choses à dire là-dessus, mais je pense que pour moi, le meilleur chemin, on avait l'impression que ce serait universitaire. Puis j'aimais vraiment de quoi ça avait l'air. C'est Ouais, quand même c'est attirant. spécial. C'est quand même spécial. Puis toute l'atmosphère autour de tout ça. Mais je voulais vraiment jouer universitaire. Donc là, c'était juste une question de trouver où j'allais jouer entre le midget 3 puis on a checké nos options, on a checké la USHL, des prep schools. Puis là, le programme américain, il s'est intéressé à moi à travers la famille Hughes, qui est vraiment proche de nous. Puis Jack, il venait de commencer sa première année. Quinn, il venait de partir du programme. Donc, le Jim Hughes, le père, il a dit à un recruteur de venir me voir jouer. Puis il est venu me voir jouer au Challenge à Gatineau, juste avant Noël, à ma deuxième année, midget 3. Puis il m'a invité à leur camp des top 40. Puis quand je suis allé là, je suis tombé en amour avec les coachs, avec la place, l'environnement, juste leur philosophie. Puis pour moi, quand ils m'ont offert de joindre leur équipe pour les deux prochaines années, c'était un no-brainer. Je voulais vraiment y aller. Ah, c'est cool. Ben, malgré ton intention justement d'aller aux États-Unis, tu avais été repêché en cinquième ronde du repêchage 2018 de la LHJMQ par l'Armada Blainville-Beaubriand. On sait que l'Armada, là, ils ont des riches propriétaires avec Québécois, d'excellentes installations. En plus, l'année de ton repêchage, c'était une excellente équipe de hockey. Bon, ça avait l'air clair dans ce que tu disais, mais je voulais savoir, as-tu quand même passé proche d'aller jouer à Blainville ou vraiment ça a été, comme tu l'as dit, un no-brainer all the way aux États-Unis? Écoute, je gardais toutes mes options ouvertes, mais j'avais signé ma lettre quand tu signes, tu es obligé d'y aller. Ouais. Puis j'ai signé ma lettre 2 mois avant le repêchage. OK. Donc, tu sais, je pense que Joël, il a quand même été, il a joué avec mon père, il est quand même proche de la famille. Il a pris une chance sur moi au cas où que peut-être après le programme, je décide de revenir, mais tu sais, c'est un peu drôle que je me fasse empêcher par l'Armada. Ouais. À 17 ans, justement, donc tu es quand même assez jeune, là, 17 ans, tu fais le saut aux États-Unis dans le programme de développement américain. Francophone, tu connaissais personne à part peut-être certains joueurs ou certains coachs que tu as rencontrés au camp. C'était un véritable saut dans l'inconnu, je pense. Comment est-ce que ça s'est passé, ton adaptation à ta première année là-bas? Ça s'est vraiment bien passé. Honnêtement, ça a été de loin les 2 plus belles années de ma vie. Écoute, c'est juste euh, les joueurs avec qui j'ai joué, ça a juste été mes meilleurs amis pour toujours. Puis, écoute, c'est juste parce que tu vis une expérience totalement différente avec tous les gars qui ont le même âge que toi. Il n'y a pas de vétérans, il n'y a pas d'un peu de hiérarchie ou whatever. C'est juste vraiment, tu rentres là, puis c'est tellement dur ce programme-là. C'est tellement une grind que juste vivre ça avec tes meilleurs chums à chaque jour. Tu reviens des rides de boss à 7 h le matin. Le lendemain, à 10 h, ils veulent que tu sois à l'arena pour un lift, puis pour un workout ou pour une pratique. Puis c'est juste honnêtement, je ne crois pas qu'il y a une place qui travaille plus fort que ce programme-là. C'est vraiment un des meilleurs programmes au monde. Puis toutes les adversités que j'ai passées à travers avec ces gars-là, ça a juste tissé des liens vraiment inoubliable. Puis l'adaptation a tellement été facile avec ces gars-là. Good. Tu en as parlé un petit peu. Comparativement à plusieurs joueurs du programme de développement, tu n'étais pas encore engagé avec l'université avant de rentrer dans le programme. Comment s'est passé un peu ton processus de sélection qui a finalement abouti à Michigan, comme on en a parlé, puis tu l'as dit un petit peu. Puis aussi, qu'est-ce que l'université justement du Michigan a de plus que d'autres universités prétendantes, là? Écoute, c'était vraiment juste. Les autres étaient tous déjà commit parce qu'ils ont soit grandi avec un rêve de l'université ou ils se sont fait recruter dès l'âge de peut-être 14 ans ou de quoi comme ça. Moi, c'était vraiment. Je voulais prendre mon temps, je voulais aller vraiment visiter ce que je voulais, genre juste visiter pour savoir ce que je voulais de l'université. Puis écoute, il y avait des très belles. C'était vraiment dur comme décision, honnêtement. C'était vraiment serré. Mais avec Michigan, je pense que j'avais une bonne balance de coaching, de programme hockey, d'école, de la classe de joueurs qu'on a cette année. On est prétendant presque à gagner, à tout gagner en étant une équipe avec 10 nouveaux joueurs. On va vraiment être bon. Puis
écoute, j'ai juste eu des très bons mots d'anciens joueurs de Michigan qui ont passé à travers là. Donc, ça a juste confirmé mon choix. Parfait. Tu en as parlé un peu tantôt là, au début là, de l'entretien. Tu as été invité au camp de sélection de l'équipe américaine en vue du championnat mondial junior. Tout d'abord, explique à nos auditeurs québécois, dans le fond, pourquoi un Thomas Bordelot s'en va au camp de sélection américaine. Et deuxièmement, est-ce que tu crois pouvoir faire l'équipe? Écoute, pour la partie d'aller jouer pour l'équipe américaine, je pense que juste quand je me suis engagé en programme américain, le NTDP, au début, je me considérais pas trop comme un Américain, honnêtement. Tu sais, c'était un peu plus, je me sentais francophone un peu du Québec, qui a vécu en Suisse, qui a juste vécu 5 mois à Houston après être né. Tu sais, je me sentais un peu un faux Américain, mais après ces 2 années-là, puis tout ce que USA Hockey ont fait pour moi, ce qu'ils ont investi dans mon développement, puis tout, je pense que c'était juste un no-brainer d'aller, de juste rester avec eux pour le reste de ma vie, puis pour juste aller à leur camp. Puis, Mais dans le fond, tu as les deux citoyennetés. Tu es Canadien et Américain. ouais, j'ai Ok, c'est bon. Canadien, Américain, Français, puis j'ai ma licence de hockey suisse. Fait que, Wow. ouais, j'avais beaucoup d'options, mais je pense que c'était juste un no-brainer. Avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'était vraiment. Je pense que c'est la décision qu'il fallait que je prenne. Puis, écoute, pour l'équipe, on verra. Là, je pense que leur roster, il va sortir début décembre, donc on verra ça. Good. Mais tu l'as mentionné tantôt, je pense que le camp, il est déjà fait, hein? Ouais. OK, parce que Canada, ça va commencer en novembre, donc c'est pour ça que. Ouais, je sais que le Fin Canada, novembre, ils s'en vont directement dans la bulle, puis ils sortent pas de là jusqu'à après le tournoi. Fait que je sais ouais. que, tu sais, justement, on parlait de Sam Poulin tantôt, c'est ça qu'il me disait il n'y a pas longtemps. Les autres, ils s'en vont dans la bulle, puis ils restent là jusqu'à après le tournoi. Fait qu'ils vont être dans la bulle pendant 50 quelques jours. Fait que ça, c'est quand même assez spécial. Ouais, c'est gros, mais les joueurs de la NHL, ils en ont fait quasiment autant, là. Ouais. Même plus, là. Tout dépendamment comment ils se sont rendus loin en série. La saison dans la NCAA commence en fin de semaine, donc le 13 novembre, ça va être votre premier match. Pour le Québécois moyen qui ne suit pas vraiment le hockey universitaire américain, là, comment va se passer cette saison-là, 2020-21, qui sera là, sans doute teintée un peu par la COVID-19? Écoute, de notre première game qui va être en fin de semaine, je pense que nos 10 premières games sont cédulées jusqu'à, je pense que c'est le 10 décembre, notre dernière game, quelque chose comme ça. Je fais que nos games en ce moment jusqu'à les vacances de Noël sont cédulées. Puis la deuxième portion de la saison va sortir en tour de Noël. Donc, on verra ça. Mais pour l'instant, comment ça marche, c'est qu'à chaque fin de semaine, on joue 2 games contre la même équipe. Comme en fin de semaine, OK. Arizona State, ils viennent pour 2 games ici. La semaine prochaine, on s'en va à Wisconsin pendant 2 games. Après, Notre-Dame, ils viennent ici pour jouer contre nous. Après, on s'en va. Je ne me souviens plus exactement où, mais c'est tout le temps des 2 games qu'on va jouer. Good. Puis est-ce qu'il va y avoir des spectateurs dans les estrades? On a 4. C'est comme ça que ça marche à Michigan. Je ne sais pas si les autres arénas vont avoir une politique différente de qui vient au match, mais pour nous, on a 4 billets par joueur, puis c'est juste la famille qui a le droit à qui on a le droit de donner les billets. Donc. OK. Intéressant. Comme plusieurs joueurs de hockey au printemps dernier, là, on a dû être confinés en raison là, de l'épidémie de COVID-19. Comment est-ce que tu as vécu ce confinement-là? C'est spécial au début, c'est sûr que tu t'attends pas à ça. Tu es en pleine saison, puis là, boum, tu fais plus rien. Ouais. Mais j'ai vraiment été chanceux. Mon trainer, il était capable on respectait les règles du confinement, puis tout, on était capable de faire des workouts dehors. J'avais une très grosse place dans mon garage pour shooter les pucks. Fait que ça, c'était vraiment. J'en ai profité. Puis j'ai pu faire des petites skills, des affaires comme ça. Puis dès que j'ai eu la chance d'embarquer sur la glace, mon père a été un skills coach à Terrebonne, dans toute la région. Il savait direct quand la glace a ouvert. Fait que dès que les glaces ont commencé à ouvrir, c'était 5 fois semaine sur la glace pendant longtemps. Fait que... Good. Good. Yes. Oui, personnellement, quels sont tes objectifs pour cette saison avec les Wolverines? Écoute, pour cette année, je veux juste aider l'équipe à gagner du mieux que je peux. On a tellement une bonne équipe, puis on a tellement de potentiel que ça va vraiment être
à quel point on va tous sacrifier nos buts personnels pour le but de l'équipe. On a vraiment une bonne chance cette année, puis j'ai juste vraiment hâte de jouer notre première game, voir comment ça va aller, puis écoute, qu'on commence à gagner des matchs. J'aimerais savoir comment ressemble ta vie au Michigan. Est-ce que je sais que tu vas à l'université, comment tu combines un peu là, école-études? Ouais, dans le fond, à quoi ressemble ta vie présentement En à ce moment, c'est l'université? pas mal. C'est pas si pire que ça. Ça se fait quand même bien. J'ai 2 cours le lundi matin, un le mardi matin, 2 le mercredi, puis un le jeudi, puis vendredi, j'ai rien. Puis nos pratiques sont tout le temps à 3 heures l'après-midi. Donc, Ok. mes cours sont en ligne, sont sur Zoom. Fait que je suis chez nous. Si on veut, on a l'aréna qui est tout le temps ouverte pour nous. Fait que si je veux, on a des beaux petits spots dans l'aréna pour aller faire ça. Si on veut être plus tranquille que chez nous, c'est de l'action chez nous. Mais je vis ici avec 2 de mes anciens coéquipiers du NTDP, justement. Puis, T'es genre sur un campus universitaire, là? ouais, je suis sur le Ok. campus, puis on a notre maison, moi puis 2 autres gars. Fait que c'est vraiment le fun. On était à 5 minutes de marche de l'aréna, c'est juste à Wow. côté. Puis c'est vraiment le fun. Ah, c'est bon. En terminant, 2 joueurs sont plutôt suivis là, par deux de tes anciens coéquipiers l'an dernier sont beaucoup suivis par des personnes là, au Québec en raison là, de leur affiliation LNH là, avec des équipes justement à proximité de chez nous. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles de Luke Tuck, qui a été un choix de 2e ronde du Canadien, avec qui tu as joué l'an dernier avec le Programme national de développement américain. Vu d'un coéquipier là, qui est Luke Tuck. Écoute, c'est un gros bonhomme, il est capable de patiner, il a une bonne shot, puis il connaît son rôle. Il est vraiment il est intelligent sur la glace. Puis c'est encore plus important que ça, c'est une personne extraordinaire. Écoute, c'est un très bon chum. Puis j'ai réussi ma ligne pour plus que la moitié de la ligne, plus la moitié de l'année. C'est un gros allié qui me crée de l'espace. Puis j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié jouer avec lui. Puis écoute, les Canadiens ont un très bon choix en Luke. Good. Good. En fait, on a le temps. Donc, même chose pour Jake Sanderson, lui qui, si je ne me trompe pas, a été repêché 5e au total par les sénateurs d'Ottawa. Veux-tu nous en jaser un petit peu? Ouais, écoute, Sandy, c'est juste un pro, ce gars-là. Réellement, j'ai juste rien de mal à dire. Ce gars-là, en dehors de la glace, à la glace, il fait tout bien, on dirait. C'est comme il n'y a pas de côté négatif à son jeu ou chaque affaire qu'il fait, il est capable de le faire, il est capable de joindre l'attaque autant facilement qu'il est capable il est impossible à déborder, ou il n'y a aucun gars qui le bat au net ou de quoi de même. C'est vraiment un stud, ce gars-là. Puis écoute, souvent les équipes de la NHL dans les entrevues, ils te demandent tout le temps genre, des joueurs avec qui tu aimerais aller gagner la Coupe Stanley si tu avais en choisir un ou deux. Puis il revenait tout le temps. C'était tout le temps mon go-to. C'est vraiment une personne extraordinaire puis un de mes meilleurs chums. Fait que yeah. Ah, c'est le fun. James, as-tu quelque chose à ajouter? Non, j'ai adoré les réponses. Super intéressant. Merci, Thomas. Non, merci James. Donc, Thomas Bordelot, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation là, pour venir à Boisvert Radio. Je te souhaite une excellente saison avec les Wolverines. Merci beaucoup, merci. Merci à toi aussi, James. Toujours le fun de t'avoir à mes côtés pour les podcasts. Ça fait plaisir, Charles. Merci à toi. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. On se donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission à Boisvert Radio.